Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Voilà, donc on va écouter des histoires aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Laissez des likes, commentez, partagez. Je sais, j'ai fait la même introduction tout le temps, oui, mais c'est ça. Laissez des likes, partagez, commentez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Oui, bonsoir. Merci de liker, de partager. Bonsoir à la team, bonsoir à la communauté. Je viens vous raconter une histoire que ma mère m'a racontée. Alors, et elle aussi, on le lui a raconté, elle était toute petite. Donc, ça se passe dans un village. C'est un monsieur qui perd sa femme. Et ce monsieur était très, très pauvre. Il perd sa femme et sa fille n'a que 14 ans quand elle le donne en mariage. Parce que entre-temps, il a épousé une autre femme, donc une marâtre, parce que marâtre, c'est justement quand on a une espèce de belle-mère là, aigrie, qui vous mène la vie dure. Donc la petite fille est donnée en mariage et normalement, avec cet argent-là, le monsieur a commencé à faire du commerce. Bref, c'est pas le monsieur qui nous intéresse, c'est sa fille. Donc sa fille part en mariage et elle tombe rapidement enceinte. Mais bon, comme elle était toute jeune quand sa mère est morte, donc elle n'avait pas, elle était fille unique. Donc du coup, elle est dans ce village-là. Elle tombe sur une belle-mère, disons la mère de son mari, pas du tout très sympa. Donc, quand elle a accouché, à peine elle avait accouché, elle n'a pas eu les soins appropriés et ça l'avait fait mal. Donc, elle souffrait vraiment dans son mariage, mais elle tenait bon. Et quand elle a accouché, elle s'est retrouvée avec ce petit dans les bras et il fallait absolument qu'elle fasse ses plantations parce que la belle-mère avait été claire, donc elle n'allait pas la nourrir continuellement. Il fallait qu'elle se prenne en charge, qu'elle devienne une femme à part entière, donc avec sa cuisine, avec sa vaisselle et tout. Donc vraiment, c'était dur pour elle. Et donc son mari, c'était un chasseur. Donc le mari, quand il chassait, après il vendait la viande au village. Des fois, il revenait bredouille de la chasse. Et donc elle, quand elle a commencé à faire les plantations, c'était très très dur pour elle parce qu'il fallait prendre le bébé, l'attacher comme à cet endroit-là, on portait les paniers au dos. Donc il fallait qu'elle ait le panier au dos et le bébé attaché devant. Donc, ou sur le côté. Et c'était très dur parce qu'elle était menue entre le panier qui pesait lourd et le bébé, c'était vraiment pas donné, quoi. Et en plus, elle n'avait pas beaucoup de force du fait elle allaitait son enfant. Donc, à l'époque, il fallait même pas penser au biberon. Et cette petite, elle passait son temps à pleurer. Quand elle se retrouve à la plantation, elle voyait tout. Donc, elle pleurait sa mère. Elle s'asseyait, elle pleurait sa mère. Elle rentrait en pleurant, donc tout le temps. Et puis, sa belle-mère, au lieu d'avoir pitié, continuait vraiment à la martyriser. Donc, un jour, elle fait un rêve où elle voit sa mère qui lui dit, il faut arrêter de pleurer. Si tu as besoin de moi, tu as qu'à m'appeler. Je suis là. Je suis là. Je suis autour de toi. Je veille sur toi.
Et elle dit: «Maman, comment ça tu veilles sur moi? Je te vois pas. Pourquoi tu es partie? Tu m'as abandonnée. Maintenant je souffre. Regarde mon état, regarde le bébé. Je sais même pas, j'ai même pas assez de lait pour l'allaiter et le bébé ne grossit même pas parce que j'arrive pas à lui donner suffisamment de lait». Donc elle se plaignait. Le matin, elle se réveille, il fallait encore aller à la plantation, la routine quoi. Donc, il fallait d'abord aller chauffer de l'eau pour son bébé, s'occuper. Et voilà. Et le mari, vraiment, c'était pas vraiment, n'était d'aucune aide. Donc, la petite, elle se lève. Donc, elle part à la plantation. Comme elle fait d'habitude, elle fait un petit lit en bois. Il pose son bébé dessus, mais elle n'ose pas trop s'éloigner. Donc, elle va planter juste autour de son bébé, elle n'arrive pas à s'éloigner. Donc, et à chaque fois, sa belle-mère venait se moquer d'elle en disant, ben ouais, tu n'es même pas capable de faire une plantation comme il faut, regarde ce que tu as planté, tu crois que tu vas élever ton enfant et ton mari comme ça, mais vraiment, c'était dur. Donc ce jour-là, elle décide quand même d'élargir un peu la plantation, donc de planter un peu plus loin. Mais elle avait quand même l'œil sur son gamet qui dormait. Donc elle a mis le gamet sous un arbre, là où elle a l'habitude de laisser le gamet, et elle part. Elle s'est avancée un peu plus loin, donc elle a commencé à planter un petit peu. Et de temps en temps, elle venait vérifier si son bébé allait bien. Et donc, et ça faisait un moment que le bébé dormait, qu'elle se disait, bon, il est au calme, je peux continuer. Donc, elle continue. Et puis, à un moment, elle entend le bébé rire. Elle ne comprend pas, donc elle s'avance pour voir ce qui se passait. Donc, quand elle voit le bébé, elle regarde bien, elle voit du mouvement. Elle s'approche, elle voit que vraiment qu'il y a quelqu'un qui a pris son bébé entre les mains. Donc, plus elle s'approche, et puis elle se rend compte que c'était un gorille, une maman gorille. Donc, elle va savoir après que c'est une maman gorille. Qui est là en train de faire des guillis au petit, qui joue avec, et le petit, puis vraiment en joie. Et elle, elle est complètement tétanisée par la peur. Elle n'ose pas se montrer parce qu'elle se dit, si je me montre, cet animal est capable de faire du mal à mon enfant. Donc, du coup, elle est là, mais complètement tétanisée. Donc, elle prend un caillou, elle jette dans l'autre sens et le gorille lève les yeux et le gorille pose doucement l'enfant et se barre en courant. Et là, elle vient prendre son enfant, elle tremble, elle regarde et tout, elle ne comprend pas du tout. Et puis, elle prend son enfant, elle prend le panier, elle prend l'enfant, elle attache l'enfant au dos, elle prend le panier, elle traîne le panier par terre, elle ne prend même pas la peine de prendre des légumes ni quoi que ce soit pour aller faire à manger. Elle rentre vite au village, elle s'assoit, elle ne sait pas à qui le confier, qu'est-ce qu'il faut dire. Et donc, elle est complètement là, traumatisée, elle ne comprend pas. Elle se remet à pleurer de plus belle et quand elle s'endort la nuit, elle rêve sa mère qui vient lui dire, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est moi, je suis venue sous une autre forme, n'aie pas peur. J'ai entendu tes pleurs, donc je suis venue t'aider. N'aie pas peur. Faut pas avoir peur. L'important, c'est que tu fasses ce que tu as à faire et moi, je m'occupe de ton enfant. Donc, à partir d'aujourd'hui, sache que c'est moi qui viens sous cette forme. Donc, j'ai pas d'autre forme que cette forme pour pouvoir t'aider. Donc, il ne faut plus avoir peur. Donc, la petite, le lendemain, elle repart à la plantation. Donc, elle pose le bébé comme d'habitude et elle guette. Elle guette un moment, elle ne voit pas arriver le gorille. Elle a vraiment envie d'avoir une conversation avec le gorille, mais elle se dit, je vais quand même essayer de voir. Elle attend, personne n'arrive, donc elle s'éloigne. Le bébé dort, elle couche le bébé, elle continue. Elle s'éloigne, et puis elle se met à un endroit où on ne peut pas la voir. Donc elle continue à planter. Et là, de loin, elle voit du mouvement dans la broussaille et apparaît ce gros gorille qui reprend, qui vient, qui s'assoit, qui regarde le bébé et attend, et attend. Et le bébé se réveille, elle voit le gorille allaiter maintenant le bébé, donc elle est complètement choquée. Le bébé
tout en joie, prend le sein et puis finit est repu et la maman gorille se met à jouer avec le bébé, faire sauter le bébé rigole et tout ça là. Et elle, ça l'apaise. Donc la maman, ça l'apaise, la jeune fille. Donc il se passe du temps comme ça. Tout, à chaque fois qu'elle part en brousse, elle a toujours, que ce soit quand elle part chercher de l'eau, il y a toujours la maman gorille qui s'occupe de son enfant. Donc l'enfant grandit et elle n'ose pas laisser l'enfant au village, mais elle part toujours en brousse pour s'occuper de son bébé qui devait avoir dans les 8 mois, 8, 9 mois. Donc un jour, elle est en train de... Donc elle est rassurée, elle sarcle sa plantation, elle s'occupe, donc la plantation s'élargit. Et elle avait remarqué aussi que elle plantait, elle s'arrêtait à un endroit, et quand elle revenait le lendemain matin, la plantation s'était élargie. Donc la maman, non seulement elle venait pour s'occuper de son bébé, mais la nuit aussi, la nuit tombée, venait aussi l'aider dans la plantation. C'est-à-dire qu'elle plantait, elle sarclait. Donc tout se passait bien. Jusqu'à un jour où elle était à la plantation. Son mari part de son côté, donc l'accompagnait quasiment pas, puisque la plantation n'était pas vraiment éloignée du village. Donc un jour, le mari part à la chasse de son côté, mais n'ayant pas trouvé de gibier, rebrousse vite chemin et décide de venir trouver sa femme à la plantation. Quand il arrive à la plantation, qu'est-ce qu'il voit? Un gorille qui tient dans ses bras son enfant. Et le mec ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il fait. Il arme son fusil. Au moment où il tire la première balle, sa femme crie: «Non, ne fais pas ça!» Et il tire encore une deuxième fois. Et le gorille tombe, mort. Et le monsieur dit: «Ouais, t'as vu le gorille, j'ai tout tué encore. Je vais enlever au village, je vais aller chercher du monde pour venir dépecer.» Et là, la fille, elle se met à pleurer. «Pourquoi tu l'as tué?» «Ben oui, mais il tenait notre... il allait nous enlever notre enfant.» «Mais non, non, c'est une maman gorille, elle ne pouvait pas faire du mal à notre enfant.» «Mais qu'est-ce que tu racontes et tout?» Bon, le mari, là, il part vite au village pour aller chercher du monde pour venir dépecer le gorille pour tout le village parce que le gorille il était énorme. Et c'est comme ça que elle pleure sa mère une deuxième fois, elle récupère son enfant. Pendant que le mari est parti, elle ne sait pas comment il faut faire pour pouvoir enlever le corps de cette maman gorille qu'elle considérait comme sa mère. C'était sa mère qui était couchée là. Elle se dit, ils vont venir la dépecer et tout le village va la manger. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les feuilles de brousse, elle couvre le gorille, elle cache le gorille avec les feuilles de brousse, avec les branchages et tout. Elle repart au village en pleurant. Et quand elle arrive au village, elle trouve vraiment l'effervescence au village. Tout le monde prend les paniers, les couteaux pour aller dépecer le gorille. Et quand ils partent, elle reste au village. Peu de temps après, son mari revient en colère. Il dit: je comprends pas, je comprends pas. Et pourtant, j'ai bien touché le gorille. Et quand on est reparti au village en brousse pour dépecer le gorille, il n'y avait plus rien. Ça avait disparu. Et la fille, elle a un petit sourire. Elle est rassurée que sa mère n'est pas, peut-être pas morte et qu'elle va toujours avoir de l'aide. Donc, c'est une histoire que ma mère m'avait racontée, on le lui avait raconté, c'est une histoire vraie, c'est pas un conte, hein. C'est une histoire vraie parce que ce gamin existe et vit encore au jour d'aujourd'hui. Et ce gamin-là connaît son histoire et c'est quelqu'un de la famille, donc un parent éloigné à ma mère. Donc moi, je l'avais vu, il était déjà âgé et on l'appelait le bébé gorille. Donc voilà, l'enfant gorille. Et je l'avais vu, il était très âgé, hein. Donc ma mère me disait: tu vois ce monsieur là-bas, cet enfant était gardé par un bébé gorille. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour ou bonsoir DMG ainsi que toute la communauté DMG.
selon le fuseau horaire. Ici, la citoyenne africaine. En regardant les histoires mystiques de ce jour, aujourd'hui 7 avril 2023, j'ai entendu une histoire qui m'a inspiré, ou qui m'a rappelé en tout cas, une histoire que j'ai vécue. Mais c'est une histoire dans l'histoire. Parce qu'en 2014, lors d'une de mes vacances au pays en Afrique, de provenance de France, j'ai pu vivre une situation d'agression physique où 5 hommes se sont pris à moi pour s'accaparer de mon sac. Et c'est le jour même où je venais d'arriver, un 10 février. Et je devais emporter des cadeaux et des commissions à certaines personnes dans la nuit, non loin de chez moi. Et j'ai compris plus tard, lors du procès, que ces garçons, ces hommes, avaient été avisés par des personnes comme quoi j'étais venue en vacances et que je pouvais avoir de l'argent et qu'ils auraient pu toucher le gros lot en quelque sorte. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, le sac finalement est resté avec moi. Mais sachez que ce rêve, oui, parce que j'ai fait un rêve avant la réalité. Cette agression qui était vraie a été devancée par un rêve prémonitoire de ma part en Europe avant même que je n'accède en Afrique. J'avais rêvé qu'on m'avait agressé, que dans le rêve, c'était un grand ange, mais un peu qui faisait peur à voir, qui m'avait agressé et mis sur la route et que j'avais la tête qui a cogné la route et ma tête était en sang. Or, dans la réalité, quand je suis arrivée au pays, on m'a agressé dans le même quartier, dans la même rue que dans mon rêve, sauf que l'ange était remplacé par ces 5 hommes. Et dès lors, comme j'avais fait quand même une dizaine d'années de karaté dans le temps, mes phases de karaté certainement me sont revenues. Et je me suis débattue comme une lionne. Et j'ai pu me battre avec eux. Et je me suis retrouvée avec un dessus de l'œil cassé. Et on m'a fait des points de suture, mais ils l'ont tellement bien fait que cette blessure n'est plus visible. Il faut vraiment venir se coller à mon visage pour voir ces traces. Comme quoi le corps médical est efficace. Mais à l'occasion de cette histoire qui n'est pas la principale, mais on peut trouver aussi une moralité. Il y a des gens qui ont un mystique spirituel qui leur permet lors d'un rêve de voir l'avenir. Et j'avais vu dans mon rêve mon avenir d'agression et on m'a agressé tel que dans mon rêve. Il y a juste le personnage qui a changé, mais l'endroit était le même. Et à l'occasion de cette agression où j'ai pu me battre et attraper un des hommes, le maîtriser jusqu'à ce que le quartier soit alerté et qu'on ait appelé la police, j'ai dû repartir à la police, enfin, pour déposer encore d'autres dossiers par rapport au procès à venir. Et à cette occasion-là, j'ai pu assister dans le bureau du commissaire de police, et ça, c'est l'histoire principale que je voulais décliner, mais comme c'est embarqué dans la même histoire, je voulais quand même introduire. Et dans le bureau du commissaire, vous savez, en Afrique, ils ne respectent pas tellement le secret de l'instruction qui puisse aider à ne pas s'intéresser à l'histoire d'autrui. Donc, j'ai été témoin, malgré moi, de l'histoire d'un autre homme qui n'était pas mon voleur, mais qui était le voleur d'autrui. Et cet homme, comme il était interrogé devant moi, ce qu'il faisait lui, c'était qu'il avait un mystique de voleur. Ce que je veux dire par là, en fait, il a avoué au commissaire de police qu'il se permettait d'utiliser un mystique qui lui permettait de prendre l'esprit en quelque sorte de ses victimes afin qu'ils aillent chez eux prendre tout ce qui est bien, tout ce qui est valeureux chez eux et le lui apportent. Et ce jour-là, il s'en était pris à une jeune fille à qui il a demandé d'aller chez eux. Après l'avoir saluée, la fille a perdu toutes ses facultés de réflexion et ne suivait que le garçon comme si elle était hypnotisée. Et elle est partie chez elle, voler tous les bagages valeureux de chez eux,
Mais sa mère a eu la présence d'esprit de la suivre sans rien lui dire et de voir qu'elle remettait les biens à un monsieur. Donc, elle s'est agrippée au monsieur et a alerté tout le quartier. C'est ainsi que ce voleur mystique s'est retrouvé devant le commissaire de police qui était en train d'instruire son affaire devant moi. Et j'ai été témoin malgré moi de cette situation. Et la moralité, c'est que parfois saluer n'importe qui serait problématique parce qu'il y a des gens qui peuvent vous faire des mauvaises choses à travers la salutation, à travers le contact direct des mains et vous pousser à faire des choses que vous ne vouliez pas. Parce que cette jeune fille a pris les bagages qu'elle a apportés à ce voleur, mais allez savoir, à travers ces salutations, elle aurait pu le suivre, être abusée par exemple, etc. Alors faisons attention, restons chaleureux les uns envers les autres. Mais si on peut éviter les salutations comme au moment du virus de Covid où les gens se saluent à distance, ce serait bien mieux. À bon entendeur, salut la citoyenne africaine. Partagez, likez, commentez pour le bien de la chaîne et pour que plus grand nombre soit averti de toutes ces situations du dehors. Merci, au revoir. À bon entendeur, salut. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonjour DMG. Récemment, j'ai raconté une histoire en voix sur la mer. J'ai supprimé parce que ça devait intriguer beaucoup de personnes. Ça devait attirer l'attention des gens en fait. J'ai su qu'on allait me reconnaître dans cette histoire-là. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire. Une autre histoire concernant la ville, le village dans lequel j'ai grandi en fait. J'ai grandi à Bafan, c'était vraiment compliqué dans un quartier. Je vais pas dire le nom du quartier puisque quand les gens vont écouter, ils vont connaître qui c'est en fait. Dans ce quartier-là, les enfants ne réussissaient pas. Un jeune garçon, quand il arrive, il commence déjà à s'asseoir au carrefour avec les autres. C'est fini, toute sa vie, c'est le carrefour. Tous les enfants qui arrivent au quartier, ils étaient au carrefour chaque jour. C'est un jour que je m'en vais vers eux, je leur demande, pourquoi vous ne partez pas à l'école? Vous êtes toujours au carrefour. L'un me dit que, mais quand je m'en vais à l'école, il y a toujours un esprit qui me demande de rentrer. Que l'école, c'est ma quoi? Rentre à la maison, rentre. C'est là qu'il rentre, il finit au carrefour. Ces gars-là ne réussissaient pas, rien du tout. Entre-temps, je vivais avec deux grands-mères. Ma grand-mère, moi, ma grand-mère maternelle et sa co-épouse, en fait. Un jour au quartier, comme elles avaient une réunion et la co-épouse était secrétaire à la réunion. Elles disent, ils sont allés à la réunion, puisque la réunion c'était chaque matin, chaque jeudi matin en fait. Elles arrivent à la réunion, on dépose la hanche sur la table, la hanche disparaît. C'est là qu'elle se lève alors, elle commence à bavarder. Elle dit, je vais vous fouiller vous tous. Moi je ne suis pas sorcière, je ne vous connais pas. Là, ici, je suis juste secrétaire de réunion et moi, je veux mon argent. Dès qu'elle se lève, elle prend le jupe, elle commence à prier. L'argent lui apparaît sur la table. Là, un beau jour, les mamans là ont eu les problèmes. Les mamans du quartier ont eu les problèmes entre elles, en fait. Elles ont eu des sérieux problèmes. Quand on s'en va au carrefour, elles étaient en train de discuter. L'autre on intriguait une maman, en fait. Une maman, on l'intriguait parce que très tôt ce jour-là, très tôt le matin, il y a un papa qui est venu chez elle, dit qu'il venait du Nigeria et que chaque matin, et que chaque nuit, en fait, la maman là quittait du Cameroun, elle partait faire les couches de nuit au papa là, loin au Nigeria. Il est venu bavarder que tu me provoques, tu me cherches, tu vas me voir. Il a dit que le jour que le serpent qui est dans tes toilettes, le jour que le soleil va frapper sur ce serpent, tu vas confirmer ce qui va t'arriver. Et cette maman-là, elle ne vieillissait jamais. C'est un constat que j'avais fait depuis que j'étais née. Elle était toujours là, bien jeune. Bien jeune. Elle était derrière le chemin, derrière chez nous là-bas. Quand elle venait même souvent à la maison voir mes grands-mères, en fait. Les grands-mères on tapait toujours un modèle pour la chasser de la maison. Parce que tout le monde connaissait qu'elle est très compliquée. Et apparemment, même les enfants du quartier, c'est elle qui gâtait les enfants. Parce que quand le papa l'a parlé, il dit que je sais pas comment tu peux traverser les frontières pour venir me faire les couches de nuit au Nigeria. Après, il dit que le jour que le soleil va voir le serpent qui est dans tes toilettes là, tu vas devenir folle. Je ne peux pas te laisser toi et moi aujourd'hui, toi qui passes dans la mer, le serpent dans les toilettes des gens, toi qui passes dans à gâter les enfants des gens, c'est toi qui as gâté tous les enfants du quartier. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Parce que dans mon quartier, d'abord, les filles accouchaient en génération. Personne ne comprenait. Tu vas voir la liste, ce sont les nouvelles qui ont 16 ans qui accouchent. Elles, toutes elles accouchent. Personne ne fait l'école. Elles partent à l'école. Personne ne comprend l'école. Elles arrêtent habituellement en 3e, 4e. C'était en fait un cycle. Avec moi, ça ne s'est pas passé comme ça parce que je ne marchais pas.
Ma vie, c'était maison, maison. Même quand je vais sortir du quartier, j'avais toujours les raccourcis que je tapais derrière parce que mon sang ne collait pas avec pour ces gens au quartier. Mon sang ne collait vraiment pas. Donc, je tapais toujours les raccourcis et tout. Mais même avec ma copine, je marchais avec une copine, on fréquentait ensemble, elle vivait au quartier. C'était le même scénario, puisque elle-même, elle a couché en classe de seconde. Aujourd'hui, elle a 4 enfants. Et pourtant, nous sommes encore tellement jeunes. C'était le même scénario qu'elle passe tout le temps à gâter les enfants. Là, alors, ce jour-là, quand le papa l'est arrivé, tout le monde est descendu chez elle, on écoutait. Ça n'a pas empêché la maman, hein. La maman là, après elle est allée à la réunion, c'est quand les mamans de la réunion parlaient, et même ses complices, elle s'est fâchée. Elle a dit que, ok, comme vous voulez parler, je vais citer. Elle dit, telle maman là, elle a le serpent dans les toilettes de telle personne, telle maman, elle a le serpent de telle personne. Merde, c'était grave au quartier. La plupart des mamans avaient le serpent. Elle dit que vous pensez que quand une maman commence à décider sur le quartier, 3 autres suivent. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on s'est dit. Et c'était vraiment un constat qu'on avait fait. Si une maman décide déjà, au moins 2 autres vont mourir à la même période. C'était un constat qu'on avait fait. C'était tellement bizarre. On commence à parler, dit que même les enfants du quartier sont là à gâter les enfants du quartier, ça. Vous pensez que vous finissez toujours vos vies au carrefour. Tu vas voir même la personne qui fait l'effort d'avoir les diplômes, même s'il pas en bille, il va finir par rentrer ça au quartier là. Rentrer, j'ai même mes amis, même mes aînés qui ont fait jusqu'à avoir le bac, ils sont allés même à Douala, à Yaoundé. Au final, ils sont toujours rentrés, ils sont dans ce quartier là. Et tous les jours, ils sont toujours au carrefour. Et les mamans là sont toujours là. Elles ne vieillissent pas, elles sont toujours là, jeunes, tous les jours jeunes. Pas de vieillesse en fait. Pas de vieillesse. Moi, c'est seulement la grâce de Dieu, hein, parce que mes soeurs et moi, en fait, c'est seulement Dieu qui nous a aidés parce que nous sommes toutes quittées de ce quartier-là. Nous sommes toutes quittées de là. Et moi, je me dis que c'est parce qu'on ne marchait pas, on ne causait pas. Et c'est aussi parce que nos mamans ne travaillaient pas. Parce que même chez nous à la maison, il y avait le serpent. Ma maman disait souvent qu'on verse l'eau du manioc, qu'on mettait souvent les bâtons, on partait, on verse l'eau là-bas. Moi, je faisais même plus les selles là-bas parce que ça me sortait la nuit. Jusqu'aujourd'hui, les hémorroïdes d'instinct. C'est franchement difficile quand je fais les selles. Puisqu'on dit que quand il y a le serpent dans les toilettes, quand tu ne peux pas faire les selles, tu vas faire les selles, il souffle. Et en fait, il souffle sur ton anus. Et c'est comme ça que ça fait sortir l'anus. Jusqu'aujourd'hui, j'ai l'anus sorti là. Puisque je me suis rendu compte très tard, je faisais maintenant les selles sur les feuilles de macabo là, avant de jeter aux toilettes. C'était tellement grave. Il y a tellement d'histoires. Je vais raconter une autre, toujours pour la même ville là, toujours pour cette ville là. Il y avait tellement d'histoires en fait. Je vais arrêter de voir, je vais vous raconter une autre. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la quatrième histoire. Bonjour, bonjour, DMG. Je suis de retour une fois de plus. On continue à motiver, à soutenir la communauté. Bonjour à tous. Bon, voilà, moi je vous suis et je vais revenir avec comme ça une toute petite histoire qui me concerne. Voilà, il s'agit, je vais parler, l'intituler Le garçon mystique. Bon, mystique, pourquoi? Parce que il arrive certains événements il nous arrive certains événements, pardon. Parfois, on n'est pas conscient et rien qu'à écouter votre émission, on se rend compte qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on se retrouve et on se reconnaît. Bon, voilà mon histoire. Un jour, en allant au marché avec ma petite sœur, cela se passe au Cameroun. Alors, on rencontre un jeune garçon et il devait habiter dans le voisinage. Le garçon s'intéresse à moi. Alors, puisque ma petite sœur, elle était toute jeune, alors il fait de s'intéresser à moi et moi, je fais le genre, bon, désintéressé. Je veux juste qu'il nous laisse passer, qu'il nous foute le camp. Et puis voilà, il me dit, je peux avoir ton numéro? Je dis non, je n'ai pas de téléphone. Et il me demande comment tu t'appelles. Comme ça, je lui lance Marianne. Marianne, et puis comment je fais pour te retrouver? Je dis, c'est pas la peine. Bon, comme tu m'as trouvé aujourd'hui, peut-être qu'un autre jour. Alors, on le traverse. Mais apparemment, le gars nous suivait. Il nous suit jusqu'à voir la clôture dans laquelle on va rentrer. Puis, quelques jours plus tard, moi, j'avais déjà pratiquement oublié, après avoir mangé le repas du soir, on était devant nos séries novelas. On entend cogner à la porte. Et ma grande sœur de demander, puisque je restais chez ma grande sœur mariée, elle demande c'est qui.
Il donne son nom. Bon, ça ne nous vient pas à la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Personne n'a ouvert la porte, curieusement. Il dit, je cherche Marianne. Et nous, toutes les trois, on lui crie, vu le mari de un, il dit, mais il n'y a pas de Marianne ici, arrêtez d'embrouiller les gens. Excusez-moi, il repart. Et le gars, dans la nuit, on entend des bruits bizarres. Le gars, du genre, c'est même pas bon, on ne peut même pas s'imaginer que c'est le gars. On entend les bruits du genre, comme dans la nuit, comme dans les films, les Nollywood. Marianne, Marianne, Marianne. Moi, je suis saute, je me dis, on sent quelqu'un qui appelle à la fenêtre. Moi, je me dis, l'histoire de Marianne, s'il devient déjà assez vieux, alors je pensais l'entendre seule, mais ma soeur aussi. Quand on ouvre la porte, rien. Le mari de mon beau-frère ouvre la porte, rien. Et on s'étonne, on se dit, tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est comme ça qu'on se met en prière, on continue nos prières comme d'habitude. Puis des jours, puis des mois passent. Et un jour, en passant dans Uriel, toujours comme ça, pour aller, je crois peut-être c'était à l'école, je ne sais pas trop. On voit la photo, je vois la photo du gars affiché, il était décédé. C'est alors où son frère, parce que le jour où il nous accoste, j'ai oublié de le mentionner, il était avec un de ses frères. Je ne sais pas si c'était son frère de même père ou même mère, mais quelqu'un qu'il connaissait bien, ça devait être son frère. Il avait dit son frère, qui m'appelle Marianne. Marianne. Moi, je ne me rappelle même plus que j'ai donné ce prénom. Il court, il vient vers moi. Il me dit, ah, Marianne, vraiment, tu as eu la chance. Parce que mon frère était entré dans l'histoire de porte-monnaie magique, là. Il cherchait une victime et ce jour-là, en t'accostant dans sa tête, c'était ça. Il savait que bon, il a sa proie, mais vraiment, je crois que tu as un bon ange gardien. Et moi, j'ai faim. Je dis, je ne suis pas Marianne. Il dit, tu n'es pas Marianne. Je ne suis pas Marianne. Ok, si tu n'es pas Marianne, donc bon, voilà la petite histoire. Donc, c'est de dire, on ne cesserait, on ne se lasserait jamais de le dire. Faisons attention, le monde est mauvais, comme tu le dis si bien, DMG. Soyons prudents. Mais parfois aussi, certaines petites erreurs, certains petits mensonges peuvent nous sauver dans la vie. Donc, je vous dis merci et sur ce, portez-vous bien. À une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, je me prénomme Alex, j'appelle depuis le Gabon. J'envoie mon audio pour vous dire d'abord merci par rapport à votre émission parce qu'elle m'édifie beaucoup. Elle me rend déjà méfiante envers beaucoup de situations dans lesquelles je me retrouve souvent. Et ça me permet d'avoir encore plus de foi en Dieu et de savoir que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui traversent des périodes difficiles comme les miennes. Je voulais raconter l'histoire de ma tante. Ma tante, pas ma tante de sang, mais nous étions voisines. On a grandi ensemble avec ses enfants. Elle est décédée. Ma tante et nous habitions dans le même endroit. Après quelques années, elle a aménagé juste à côté. Et là, il y a eu beaucoup d'histoires de sorcellerie mystique sur elle. Après son décès, on écoutait beaucoup d'histoires. Bon, l'histoire commence à son lieu de travail. Elle travaillait chez les messieurs UP du pays. Un samedi, le monsieur était en train de déblayer l'herbe. Il a appelé les messieurs qui débroussent souvent dans les maisons là. Dans sa concession, il avait, on appelle ça comment? Un arbre qui était très grand. Et ma tante disait par là que non, elle voulait couper
les fruits qui étaient sur l'arbre. Il a dit non, personne n'a jamais eu l'occasion de grimper. Il faisait même la blague. Il lui a dit non, si tu grimpes, je te donne 100 000. Elle a dit ok, comme elle était un peu robuste comme un homme, elle a grimpé. En grimpant, elle est montée sur l'arbre, elle est arrivée jusqu'au sommet. De là, elle est tombée. Quand elle tombe, on l'emmène à l'hôpital. Le monsieur paye les premiers soins parce qu'elle s'était cassé les côtes. Et la colonne vertébrale ne tenait plus, elle ne s'asseyait plus, elle était sûrement allongée. Le monsieur l'a emmené à l'hôpital, il a payé les premiers soins. Après, il lui a dit non, c'est pas moi qui t'ai envoyé, toi-même tu as décidé de monter. Moi, je ne peux plus rien. Le contrat était que tu travailles chez moi, je t'ai aidé, je n'ai plus la capacité de t'aider. De là, elle est sortie par rapport aux soins qu'on lui a fait à l'hôpital. Elle a commencé à faire un peu les rééducations à la maison, mais ça n'allait pas. Jusqu'à quand on a décidé de l'emmener voir un prêtre dans une ville du Gabon, à Bitam. Ils sont allés là-bas, il y avait un prêtre exorciste. Le prêtre exorciste lui a dit, où tu es là, tu es déjà à la phase terminale de ta vie. Mais pour que Dieu t'accorde son pardon, il faudra que tu fasses une confession. Oh non, je ne peux pas confesser. Le prêtre a dit, ah, si toi tu ne confesses pas, moi je peux même rien faire pour toi. Le prêtre a dit, non, tu sais, Dieu est toujours clément, il peut faire que si tu confesses, à travers ta confession, il va te guérir. Elle a refusé pendant 1 semaine, 2 semaines. Elle a commencé à voir les attaques dans les rêves et tout, jusqu'à quand elle a pris la décision de confesser. Quand elle confesse, elle dit au prêtre que non. Quand elle a grimpé sur l'arbre, elle est arrivée au sommet de l'arbre. En haut, elle a vu un blanc. Il était assis. Et quand elle regarde là où le blanc était assis, il avait les sacs d'argent. Quand elle voit les sacs d'argent, elle dit, comment ça, il y a de l'argent ici? Et moi, je souffre comme ça. Je ne peux pas quitter d'ici sans prendre un sac. Mais elle dit qu'elle était un vampire. C'est dans le vampire là qu'elle a vu le blanc assis sur les sacs d'argent. Elle a pris un sac. Quand le monsieur et elle ont commencé à se battre, parce que le monsieur ne voulait pas qu'elle puisse prendre de l'argent, elle a pris de l'argent, elle est tombée. C'est quand elle a pris de l'argent, elle n'a plus eu d'équilibre, elle est tombée, elle s'est cassée les côtes. Hormis ça, il y avait les jumeaux dans notre quartier, des enfants, ils se sont battus, ils ont fait une attaque mystique. Elle a blessé un des jumeaux, il est tombé. Et lui, en retour, avec son frère, ils ont fait le retour à l'envoyeur. Ce sont les séquelles là qu'elle a. Elle a aussi mangé l'enfant de sa sœur, parce que l'enfant de sa sœur était malade. Quand ils sont allés chez le tradipraticien lui a dit non, pour guérir l'enfant de ta sœur, j'aimerais qu'elle t'amène quoi comme nourriture. Elle a dit elle veut le poisson qui a la bouche noire. Le poisson qui a la bouche noire, le poisson noir, chez les tradipraticiens, signifie un être humain. Donc, elle a contribué à tuer l'enfant de sa sœur parce qu'elle a demandé le poisson noir et le coca. L'enfant de sa sœur est tombé malade. Elle dit qu'il y a beaucoup d'enfants qu'elle a donné le vampire dans notre zone. Beaucoup d'enfants, voici, il y avait les maisons, il y avait le bruit, les chamailleries et tout. C'est comme ça que, après tout ça, à part même ça, elle dit il y avait une année où elle était partie au Cameroun. Quand elle est revenue du Cameroun, elle était gravement malade. Il y avait eu une attaque là-bas. Elle a fui l'attaque parce que dans la tontine, on lui a demandé, elle a dit qu'elle ne peut pas donner ses enfants, qu'elle a déjà donné beaucoup de gens, mais elle ne peut plus donner ses enfants. On lui a lancé le marteau au niveau de la nuque. Et dans le combat, elle a fui, elle est revenue ici. Donc après avoir fini de confesser comme ça, elle est décédée. Donc c'est la fin de mon histoire. J'ai encore beaucoup d'autres histoires à raconter. La morale dans ça, c'est de ne pas faire confiance aux gens avec lesquels on travaille. Et que quand tu as les longs yeux pour aller voir les choses des gens, tu te retrouves dans les situations pareilles. Merci, bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je tiens à particulièrement te féliciter pour ton concept. C'est pour le travail que tu abats, c'est vraiment très bien. C'est très bien. Je te suis beaucoup. Tu es l'une des
des rares personnes que je suis dans les réseaux sociaux. Parce que je ne suis pas trop réseaux sociaux personnellement, mais toi en particulier, je me suis abonné à ta page. Il est très bien ton concept. Alors, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est pour sensibiliser. C'est également pour donner une leçon aux gars. Le dehors est très très mauvais. C'est-à-dire, le dehors est devenu la jungle en fait. Alors, je ne connais pas le titre que je vais donner à cette histoire, mais bon, peut-être que tu te chargeras de le faire. L'histoire se déroule en 2014, je crois. Oui, 2014. J'étais à l'université et j'avais un coéquipier avec qui je jouais. Moi, j'étais à l'équipe de l'université et lui, il était dans une autre équipe. Une équipe de la ville de Douala. Bon, vous savez, on était des amis, on a joué au basket d'abord au collège, ensuite lui, il est allé dans un institut privé. Moi, je suis allé à l'université de Douala. Et comme l'université de Douala est inscrite au championnat national, donc elle a une équipe académique et elle a une équipe civile. Donc, il s'avérait souvent qu'on s'affrontait dans des matchs et tout. Alors, souvent, on s'entraînait au gymnase, on se retrouvait en salle de sport, on s'entraînait. Et on se racontait des petites histoires, on papotait quoi, comme des jeunes hommes peuvent se retrouver et papoter. Alors, à une période, parce qu'il était vraiment grand, il était grande taille, il mesurait environ 2 mètres. Oui, 2 mètres. Il avait quelques centimètres de plus que moi. Il mesurait 2 mètres. Il était assez musclé, assez baraqué, donc tout ce qui plaît aux femmes là. Alors un jour, il rencontre une dame très belle. À l'époque, en 2014, on avait 23 ans par là. Alors un jour, il rencontre une dame un peu plus âgée, dans la trentaine bien entamée, mais qui était très très bien entretenue et très belle. Elle avait une très belle voiture, elle lui a carrément fait du gringue, c'est-à-dire elle lui est rentrée dedans, elle lui a fait des compliments, on sortait d'un entraînement en fait. Elle lui a fait des compliments, elle nous a invités et tout. Mais vous savez, il y a toujours ce pressentiment-là quand quelqu'un t'invite. Il y a ce 6e sens-là qui te dit, cette affaire-ci est louche. Mais lui, c'était un homme à femme, il était un tombeur et tout. Lui, il s'est dit, c'est par rapport à son physique et tout. Je lui ai dit non, ça n'a pas trop trait à ton physique, malgré les conseils que je lui donnais, parce que il était sur le point de signer un contrat. C'est-à-dire, il devait voyager pour Châteauroux en France. Donc, parce que c'était un très bon joueur, un très bon pivot. Rectificatif, il mesurait plus de 2 mètres, il devait avoir 2 mètres 20. Un très bon pivot. Pour ceux qui jouent au basket, ils savent ce que ça veut dire être pivot. Alors je lui dis non, ça n'a pas trop à voir, cette histoire-ci est louche. Il m'a pas écouté, il a commencé à sortir avec la fille. J'essaie juste de résumer l'histoire. Il a commencé à sortir avec la dame. Ils se voyaient, ils se fréquentaient. Et voilà, ils ont commencé. Elle lui donnait beaucoup d'argent. Quand il venait, il avait des paires de baskets dernier cri. Un jour, je lui demande, mais gars, comment tu fais pour te taper une Jordan? Parce qu'à l'époque, c'était soit la Iverson, soit les paires de chaussures dédicacées, c'est-à-dire soit des Iverson, soit des Jordan, soit des LeBron James. Ceux qui jouent au basket vont connaître. Alors, je lui demandais, mais gars, comment tu fais pour t'offrir des tennis aussi chers? Il me disait, gars, la go, me rend bien, elle m'aimait bien. Je trouvais toujours ça louche. Alors un jour, il s'est confié à moi.
Bon, parce que la relation continuait, cette femme-là le mettait bien, elle entretenait et tout. Seulement, plus il allait avec elle, bon, déjà que le sexe et le sport, c'est pas quelque chose de compatible, mais seulement, tu peux être fatigué, le sexe peut te fatiguer, mais tu récupères après. Mais sauf que lui, il perdait en énergie. Il ne faisait pas que perdre en vivacité, mais il perdait le poids. Je ne comprenais pas. Un gars d'environ 2 mètres 20, plus de 2 mètres 20, 140 kilos, en l'espace de 3 mois, 3 à 4 mois, il est passé de 140 kilos à quasiment 89. C'était très rapide. Alors un jour, il va à l'hôpital, il fait des examens, on lui dit non, on ne voit rien. Mais on ne comprend pas pourquoi il perd du poids. Alors un jour, il me fait la confidence, il me dit, gars, la Gola, chaque fois qu'on va ensemble, je ne l'ai jamais pénétrée par voie normale. Elle n'accepte que la sodomie et c'est sans protection. Mais à ce moment-là, je crois que j'avais déjà commencé à m'engager dans la vie, une vie chrétienne. Je maîtrisais déjà un peu les bases des choses spirituelles. J'ai directement compris ce que ça impliquait. Alors je lui dis, man, certainement cette femme, soit elle a quelque chose dans le ventre, soit elle fait quelque chose avec ta semence, parce que c'est pas normal. Mais il disait non, ça va aller et tout. Mais il continuait quand même à la voir, Et à un moment donné, il ne faisait que perdre en vivacité. À un moment donné, il venait même plus aux entraînements. Il ne venait plus aux entraînements. Et il est tombé malade. Il a fini par tomber malade. On l'amenait d'hôpitaux en hôpitaux, autant pour moi. On l'amenait d'hôpitaux en hôpitaux. Ça n'allait toujours pas. On l'a amené dans son village. C'était toujours pas ça. Alors, quand on l'a amené dans son village, j'ai fait 2 semaines avant d'aller le voir. Quand je suis allé là-bas, il était méconnaissable. C'est-à-dire, il était méconnaissable. Alors, c'est alors qu'il s'est confessé. Il a dit, la femme en question, c'était une ritualiste. C'est-à-dire, son truc à elle, c'est-à-dire, elle repérait des hommes qui avaient un avenir prometteur et elle leur volait leur étoile au travers de cette pratique-là qui était la sodomie. Il a avoué que chaque fois qu'il allait là-bas, avant tout rapport sexuel, elle se livrait à un rituel. Lui ne comprenait pas, lui il était tout chaud de s'envoyer en l'air avec une aussi belle femme et tout. Mais elle n'exigeait que la sodomie. Jamais il ne l'a pénétrée de la manière normale. Et pour finir, on l'a amené chez un pasteur renommé. Quand on l'a amené vers lui, le pasteur a dit non, c'est bon, il était déjà très loin. En fait, de par cette pratique-là, elle prenait de son sperme, elle travaillait dessus. Voilà comment, quelques temps après, il a fini par décéder. Et le contrat qu'il avait signé, le jour où il décède, c'est le jour où le club de basket, la ligue de basket française, on l'appelle, il reçoit un mail. Il reçoit ce mail-là qui confirme que voilà, il signe un contrat professionnel. Et voilà comment il a non seulement perdu sa vie, mais il a perdu une carrière de basketteur professionnel. Son deuil était très triste. Sa mère, jusqu'aujourd'hui, on l'a même interné dans un hôpital. Elle se fait suivre jusqu'à présent. Il était le fils unique à sa maman. Et jusqu'aujourd'hui, elle est inconsolable. Alors, si j'ai raconté cette histoire, c'est pour sensibiliser les gars. Les gars, le dehors est mauvais. Même les jeunes filles que vous voyez dehors, la gare, si une jeune fille t'aborde, ce n'est pas parce que tu es trop beau. Tu es plus beau que qui même d'ailleurs. Les gars, le dehors est pourri. Et lors de son deuil, sa maman avait décidé de gâter le corps et tout, mais je ne sais pas si ça a abouti, je n'en sais rien, mais elle est là.
J'ai tenu à raconter cette histoire. C'est la première fois que je raconte une histoire. C'est juste... ça m'a juste rappelé quelque chose. J'ai suivi un truc, une histoire qu'une jeune dame a racontée. Et ça m'a rappelé quelque chose parce que la plupart du temps, c'est les filles, c'est en général les filles qui racontent des choses, qui disent que les hommes les invitent pour des rituels. Mais j'aimerais dire aux gars que les gars, ce n'est pas seulement les femmes qui se font capturer, les hommes aussi se font capturer. Et aussi, pour ceux qui se masturbent, sachez que la masturbation est la pire des portes, c'est la pire des choses. C'est-à-dire, c'est une très, très mauvaise chose. Très mauvaise chose. Donc, si tu es là et que tu m'écoutes, si tu te masturbes, je te conseille de t'arrêter. Voilà, c'était ma petite histoire. J'espère qu'elle édifiera beaucoup. Et merci encore pour le travail que tu as bas à DMG. Ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 7e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Je viens par ce poste raconter mon histoire. Je vous écris depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Hongrie. Bon, moi c'est... Bon, je ne vais pas donner mon nom parce que actuellement, mais j'ai toujours peur qu'on vienne me chercher et tout ça. Donc, je vais donner le nom de Sephora. Donc, je m'appelle Sephora. Bon, j'ai vécu une scène le samedi dernier, le 1er avril. Je vous écris aujourd'hui et le lundi. Bon, c'était la veille du 31 mars. Je vends dans un espace, genre cave, façon. Je vends la boisson là-bas et la nourriture. C'est comme ça qu'il faisait nuit. Dans les environs de 21h, la pluie a commencé et il y a 3 messieurs et 2 femmes qui sont venus manger là-bas et boire. Donc, ils sont arrivés, la pluie a commencé. Il y avait une forte pluie ce jour-là, le samedi. Il y avait une forte pluie. Donc, ils sont arrivés, il y a un devant, il y a un qui avait plus, genre qui avait, quand tu le vois, tu sais qu'il a l'argent. Et puis les autres, là, ils étaient à côté de lui. Donc, le gars qui a l'argent, il avait faim. Il avait une faim. Donc, il devait couper le carême. Donc, les dames là m'ont appelé que, ah, ma chérie, pardon, il n'y a pas un coin ici où on peut avoir la nourriture, que pardon, il faut nous aider, que notre boss là, il a vraiment faim, il doit couper le carême. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, donc, que je vais voir. Comme il y a des voisines qui vendent des poissons braisés, je vais aller prendre des poissons braisés. Pour ceux qui connaissent des poissons braisés. Donc, je suis partie, je suis rentrée sur la pluie, là, je n'ai pas de parapluie, je venais à peine de me tresser. Donc, j'ai mis un châssis sur ma tête, mais à force de courir sur la pluie, chasser me quitté sur ma tête, la pluie a commencé à me frapper. Donc, je suis partie, je suis arrivée chez les femmes, là, je dis, ah, les gens ont besoin de 3 poissons. Elles disent que, ah, vraiment, c'est pas prêt. Il dit, en tout cas, moi-même, j'avais commandé un poisson là-bas avant ça. Donnez-moi ça, je vais partir donner à la personne qui a faim là. Et après, je vais revenir prendre les 2 autres. Plus pour moi, là, ça fait 3. Donc, c'est comme ça, elles m'ont donné le poisson que moi-même, j'avais commandé avant. Pour partir lui donner, pour venir donner au monsieur pour qu'il puisse manger. Donc, quand je suis arrivée, j'ai donné le poisson. J'étais toute trempée, mouillée de la tête aux pieds. Ils ont dit, ah, vraiment, c'est à cause de moi que tu es mouillée comme ça. Et vraiment, c'est ça. Il dit, eh, mes cheveux, mais il vient de faire hier là. Tout est gâté. Il dit, oh, c'est rien ça. C'est rien ça, je vais payer. Je vais payer la coiffure, c'est rien. Il a dit, non, c'est pas la peine, c'est pas grave. Je vais sécher ça. Donc, on est resté là, j'ai donné l'eau à laver la main, tout ça là, ils ont mangé, ils étaient contents. Ils ont commencé à me demander, et les 2 autres poissons, j'ai dit, ah, je vais partir voir. Donc, c'est comme ça, je suis allée voir les poissons. Les femmes m'ont dit, non, c'est pas encore prêt. Après, quand je suis retournée, c'était prêt, j'ai pris, je suis venue les donner. La pluie encore m'a mouillé encore.
Donc, je les ai remis les poissons. Ils m'ont dit, ah, vraiment, tu as été très gentil avec nous. Bon, donne lui qui a, parmi eux, lui qui a l'argent, genre lui qui fait Jean boss là. Il a dit, donne ton numéro à mon gars qui est à côté là. Parce que André, c'est le gars qui gérait, lui, c'est portable, je sais pas. Que donne ton numéro. Comme ça, si on a besoin de quelque chose à venir manger ici, on va t'appeler. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai donné mon numéro. Avant de partir, il en est 5 000, il me donne. Il a dit, ah, merci, c'est gentil, tout ça. J'étais heureuse parce que il y a eu 5 000. Assez actuellement, là même, c'était chaud même. Mais il y a eu 5 000, 6 mois. La nuit, là, un seul pour boire, c'est vraiment beaucoup. Donc, j'étais heureuse. J'ai dit, ah, le tonton, il est gentil et tout ça. Donc, ils sont rentrés, ils sont partis. Après, je reçois un appel. Allô, Sainte. Il a donné mon nom finalement. Allô, Stéphanie, que tu as le temps quand tu travailles pas quand, que vraiment tu as été gentil. J'ai dit non, je ne travaille pas le lendemain. Il dit vraiment tu as été gentil avec nous, donc nous on voulait vraiment t'inviter à déjeuner. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme moi, mais je ne travaille pas, ça va me faire une sortie. Donc c'est comme ça que je suis le lendemain matin. Ils m'ont dit à 9h, on va venir déjeuner ensemble à Yopougon. Pour ceux qui connaissent Yopougon, je ne peux pas donner je peux pas donner genre, le coin, genre le nom du supermarché, mais c'est un grand supermarché à Yopougon. Donc c'est comme ça, un grand restaurant à Yopougon, c'est comme ça que je suis allée là-bas. Ils m'ont dit vers 10h, 9h. Je suis partie de 10h. Je suis arrivée là-bas à 10h. De 10h à midi, j'appelle. Le monsieur me dit, non, ils arrivent. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Que je suis là il y a longtemps, depuis 10h, il est midi. Que vraiment le déjeuner, même là, vraiment c'est quel déjeuner. Si c'était ça, moi, il allait me reposer parce que de 1, je n'ai pas vite fermé le maquis. Et puis, je me suis réveillée tôt pour pouvoir venir ici et faire truc. Il dit non, c'est pas grave, prends quelque chose à manger et comment on appelle ça? Prends quelque chose à manger. Prends ce que tu veux, tu manges. Bon, comme moi, mais j'avais l'argent sur moi. J'ai acheté des trucs. J'ai commencé à boire le jus, manger un peu de pain. Je suis restée là dès 10h dans le supermarché, dans le restaurant, jusqu'à 14h. Il a dit, bon, c'est pas la peine, moi je vais rentrer. Je l'appelle, je dis, ah, monsieur, moi je vais rentrer parce que moi j'ai 2 courses à faire, je n'ai pas pu me reposer, je n'ai pas pu dormir bien à cause de votre rendez-vous à déjeuner. Donc c'est comme ça. Il me dit, non, quelqu'un arrive pour te chercher. J'ai dit, ah, quelqu'un arrive pour me chercher. Il dit, oui, quelqu'un arrive pour te chercher, ils vont t'envoyer dans mon bureau. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai toujours confiance. Je ne me suis pas dit qu'il y a un truc bizarre qui s'est passé. Donc le gars vient me chercher, je vois que c'est le vigile, un vigile du coin. Le gars vient, que ah, c'est toi, le boss dit de venir chercher. J'ai dit oui, que c'est moi. On sort du coin, on sort du supermarché. Il dit, ah, il n'est pas dans le supermarché parce que c'est un grand supermarché. Il n'est pas dans le même supermarché. Il dit non, qu'il n'est pas dans le même supermarché, restaurant, tout est mélangé. Donc, excusez-moi si je dis ça, mais parce qu'il y a un supermarché dedans, il y a un restaurant dedans. Donc, c'est comme ça. Nous sommes allés, on sort du coin. On sort du coin, on s'en va. Il dit, ah, on s'en va où? On s'en va, on croise un autre monsieur, un autre gars. Le gars aussi marche avec nous, on s'en va un peu. Il dit, ah, que c'est vers où? Il dit, non, allons, on s'en va, il y a derrière le supermarché, il y a un garage là-bas. On marche, on s'en va. Il dit, ah, bon, comme il y avait des gens dans le garage, les gens passaient, il y avait la circulation.
Donc, il n'est pas parlé. J'ai commencé à les suivre. Je le suis. L'autre me dit non, il arrive. L'autre me laisse avec lui quand on est venu trouver. C'est avec lui je continue la route. Mais lui qui est venu me chercher dans le supermarché, il me dit lui il arrive qu'il va prendre une voiture pour qu'on puisse partir derrière le gars. C'est ça, il dit moi je ne monte pas dans la voiture. Hein. Que je suis pas venue ici pour monter dans la voiture. Je suis venue parce qu'on m'a dit que non, on va déjeuner dans le supermarché et dans la supérette. Je ne suis pas venue pour qu'on puisse aller, comment on appelle ça, dans une voiture, pour que je puisse monter derrière des gens dans une voiture que je ne connais pas. Donc l'autre est parti quand même. Déjà, il est parti rentrer dans comment on appelle ça, dans, comment on appelle ça, une résidence, hôtel. C'est là-bas, il est parti nous attendre. Donc la route que nous on a pris là, ça sortait aussi dans la même route devant la résidence. Non, on est passé, on arrive, c'est une résidence. Que non, faut t'asseoir ici, j'ai pris une chambre, le boss va venir te trouver ici. C'est ça, il dit non, que moi je ne suis pas venue ici pour être dans la chambre avec quelqu'un. Moi je me suis dit que non, parce que j'ai été reconnaissante et parce que j'ai été gentille. Je pense que le gars voulait être reconnaissant avec moi. Il voulait peut-être m'offrir quelque chose à manger, quelque chose à une sortie. Je n'ai pas pensé à venir dans une résidence avec quelqu'un. Donc moi, je ne peux pas rentrer. Il dit non, faut t'asseoir là. Donc ils m'ont laissé là. Ils sont partis. Moi, je ne suis pas rentrée dans la chambre de la résidence. Quand ils sont partis, moi aussi, je suis sortie du coin. Je suis venue m'arrêter devant la résidence. Et j'appelle le monsieur. J'ai dit, mais c'est quoi vous me faites là? À cause de vous, j'ai quitté un gré de 9 heures. Je n'ai même pas pu dormir. Et il me dit non, que lui, il est occupé actuellement. Il est en réunion. Que c'est pour ça même qu'il a envoyé les petits là. Que non, faut pas jamais fâcher. Je lui ai dit, ah, monsieur, vraiment, ça devient compliqué. Ok, si c'est ça, moi, je vais rentrer. Comme vous êtes occupé, non, faut pas rentrer. Oh, pardon, j'ai lu femme, pardon, faut pas rentrer. Que bon, il faut te retourner au supermarché là-bas. Je vais, comment on appelle ça? J'ai donné 5 000 au gars pour venir te donner. Que tu penses ça, tu t'achètes quelque chose encore, tu m'attends. Excusez-moi, ça a coupé. Donc, il me dit, tu t'assois, tu t'assois et tu m'attends. Tu prends quelque chose, tu m'attends. Comme vu que tu as déjà mangé le matin, mais je n'avais pas mangé parce que c'était un jus seulement j'avais pris avec un croissant. Donc je n'avais pas vraiment mangé, donc j'avais faim maintenant. Donc je suis rentrée dans le supermarché. J'ai pris, comment on appelle ça, un jus encore. Je suis partie encore dans le restaurant. J'ai pris un plat de chips. Je me suis assise, je mangeais. Ça faisait 3 000. Donc, dans les 5 000 qu'il a donné au gars pour venir me donner, il restait 2 000. Quand j'ai fini de manger, j'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête. Je devenais bizarre, je ne me sentais plus. Je n'avais plus mon corps là. C'était pas ça du tout. Mon corps que je connais là, c'était pas ça. J'étais devenue bizarre. Je vois que non, ça va pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui te passe? Au nom de Jésus, ce qui se passe actuellement n'est pas normal, Seigneur. Je t'en supplie. Seigneur, tout ce qui a été fait à mon nom soit brisé. Seigneur, ce qui se passe actuellement là, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je suis. Donc Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. J'ai commencé à appeler le nom du Seigneur. J'ai commencé à appeler et quelque chose me dit non, lève-toi et sors du coin. Je me lève, je sors. Arrivé dans le parking, le gars m'appelle. Ah, tu es où? Il a dit ah, que moi je m'en vais. Non, faut pas partir. Bon, le gars arrive, il vient te chercher. Ça, je vous dis que c'est environ de 15 heures comme ça. Hein. Moi-même, là, je ne sais pas, il était patiente parce que je ne travaillais pas. Donc, je me suis dit, bon, ça fait rien. Je peux passer du temps à rester là, à bien regarder des trucs aussi. Sinon, imagine quelqu'un qui est assis de 10 heures
à, comment on appelle ça, à 15 heures, c'est beaucoup trop pour attendre quelqu'un. Mais comme bon, je n'avais rien à faire. Si je venais à la maison, c'était pour juste me coucher. Donc là, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas l'attendre? Donc c'est comme ça, quand je me suis rendue dans le parking, le gars m'appelle. Il me dit, non, que tu es où? Il dit, non, moi je m'en vais. Il me fait passer quelqu'un au téléphone. La personne me dit, non, ne bouge pas. Ne bouge pas. En même temps, ils ont commencé à parler en djoula. Pour tous ceux qui connaissent la langue djoula, c'est les Sénifo, les Koulongo, les gens du nord là, de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont on a généralement l'habitude de les appeler les djoula parce qu'ils parlent. Voilà, donc ils ont commencé à parler djoula. Les deux ont commencé à échanger en djoula. C'est ça, il dit, mais où lui-même il est? Et puis quelqu'un d'autre parle avec moi. Il dit, quand le gars a commencé à parler, ça n'allait plus. Le gars dit, ne bouge pas, que tu choses combien? J'ai donné une pointure là-bas, il dit, non, je chose 43. Il me dit, non, ok, ne bouge pas, le boss veut t'offrir une chaussure. Il dit, le boss veut m'offrir une chaussure comment? Depuis cela, il attend, il ne vient pas, il veut m'offrir une chaussure. Quand il a dit ça, il a dit, oh, c'est gâté, c'est gâté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont en train de me faire quelque chose. Je suis sortie du coin, en même temps, j'ai emprunté Gbaka. Pour tous ceux qui connaissent Gbaka, c'est les voitures communes, voilà. Je suis rentrée dans le Gbaka. Les 5 000, il restait 2 000 dans ma main. Plus moi, mais il y avait mon argent, mais je n'avais pas touché. C'est pour lui là que j'ai pu pour acheter des trucs. Donc, quand je suis allée, je suis montée dans le Gbaka, ça n'allait plus, Seigneur. DNG, c'est comme si on m'avait attaché. C'est comme si on m'avait... Je ne sais pas. Mais c'était vraiment... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était vraiment fort. Quelque chose de mystique même était en train de s'y passer dans mon corps. Les gars m'appellent. Ils m'appellent, je ne décroche pas. Ils m'appellent, je ne décroche pas. Je suis arrivée. Parce que je devais croiser ma soeur au marché des Sikoji. Donc je suis arrivée. Dès que je suis descendue du bac, quelque chose me dit, débarrasse-toi de l'argent. Débarrasse-toi de l'argent. Les 1500 qui restaient, parce que quand je suis montée dans le bac, j'ai dit au chauffeur, prends 500 dedans. Et tu me donnes les 1500. Il m'a donné les 1500. Donc quand je suis descendue, comment on appelle ça? Quand je suis descendue, le gars m'a donné les 1500. Les 1500 en question, quelque chose me dit de jeter l'argent là. De jeter l'argent là. C'est comme ça que j'ai jeté les 1500. Quand j'ai jeté les 1500, je suis partie trouver ma soeur au marché. J'ai dit à ma soeur, ça va pas. J'ai commencé à l'expliquer. Elle me dit, non, faut prendre bonnet rouge, tu vas boire. J'ai dit ça là, c'est pas une affaire de bonnet rouge, c'est quelque chose de mystique qui se passe actuellement. Je me connais, je sais que ça là, c'est pas normal. J'ai commencé à appeler mes parents, prier pour moi. Prier pour moi, prier pour moi. Ils ont commencé à prier, tout le monde a commencé à prier. Mon grand frère me dit, va à l'église. Rentre dans une église tout de suite là. C'est comme ça que je me rends dans une église, on appelle Saint-André. Pour tous ceux qui connaissent Ayepougon Saint-André. Je me rends dans cette église-là, je vais voir le prêtre. Arrivé là, je commence à vraiment me retrouver un peu. J'arrive, je vois le prêtre, je l'explique. Il prie. Il prend l'eau bénite. Il a pris une bouteille d'eau céleste, il a prié dessus, il m'a donné boire. Quand il a prié dessus, j'ai bu. J'ai commencé à me retrouver. Il dit qu'ils ont travaillé l'argent qu'ils m'ont donné, les 5 000 que le gars est venu me donner pour payer la nourriture. Ça a été travaillé. C'est-à-dire si je restais un peu de plus dans le coin, tout ce qu'ils allaient dire là, j'allais accepter et j'allais les suivre jusqu'à où ils veulent m'envoyer. À cause de ça, à chaque fois qu'il m'a appelé, il me disait, on vient te chercher. Quand je disais non,
Quand je disais non, moi je ne veux pas partir quelque part, il n'ira venir ici. Il disait ok, on te rappelle. Et à chaque fois, il rappelait pour voir si le truc a marché. Et j'allais les suivre, ils allaient me terminer. Donc j'ai commencé à prendre peur. Je me suis dit que même que j'allais mourir ce jour-là. Donc quand le prêtre a fini de prier, je suis rentrée. Je suis allée voir ma soeur, on est rentré à Angers. Mais malgré ça, je n'ai pas voulu dormir la nuit parce que je me disais qu'ils ont fait quelque chose sur moi et que peut-être même j'allais mourir. J'ai commencé à prier, à pleurer, tout ça. Donc c'est pour un peu sensibiliser les filles. Parce que ce qui m'est arrivé là, je sais que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Donc ça peut arriver aussi à plusieurs filles. S'il vous plaît, prenez garde. Moi, c'est parce que Dieu était avec moi. Si Dieu n'était pas avec moi, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je serais. C'était un miracle même pour moi. Après ça, les gars ont commencé à m'appeler. Ils m'ont appelé. De quelle heure? Parce que je suis quittée là-bas vers 15h. De vers 15h jusqu'à 2h du matin, ils continuent de m'appeler. Parce qu'ils se disent que ce qu'ils ont fait, ça a marché. Donc, ils vont me dire, viens, je vais les suivre pour partir. Mais ça n'a pas marché parce que je suis partie directement à l'église et j'ai commencé à prier. Donc, s'il vous plaît, mes soeurs, surtout mes soeurs de Côte d'Ivoire, en tout cas dans tout le monde entier, faites attention. Le dehors est dangereux parce que moi, j'ai été gentille avec quelqu'un. Je me suis dit que la personne voulait être gentille aussi à son tour. Genre, il voulait être reconnaissant pour ce que j'ai fait. Déjà, il voulait ôter ma vie. Donc, vraiment, faites attention. Faites vraiment attention. Même le lendemain, genre dans la journée d'hier, du dimanche, le gars m'a appelé, je n'ai pas décroché. Je l'ai mis sur liste noire. Je n'ai pas décroché. Parce que je ne sais pas si je décroche, je ne sais pas ce qu'ils vont faire en étant en ligne avec moi. Je ne sais pas, c'est pour ça, mais je n'ai pas envie de décrocher. On me dit de décrocher et puis d'essayer de voir ce qu'il va me dire. Mais moi, j'ai peur. Ça fait que hier, il y a 2 messieurs même qui sont venus dans mon lieu de travail, qui étaient arrêtés à distance, qui m'ont appelé. Je n'ai pas voulu partir. Je me suis dit que c'est le gars qui a envoyé des gens pour venir me tuer. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Je tremblais comme ça, j'ai le cœur qui se coupe. Je me dis que le gars connaît mon lieu de travail, donc il peut venir à tout moment pour venir me faire du mal. Mais comme j'ai mis Dieu devant, j'ai vu que non, il ne pourra rien me faire. S'il n'a pas pu le faire dans le supermarché, ce n'est pas ici qu'il va le faire. Donc faites attention les filles. Merci DMG, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Moi, j'écoute toujours votre émission, mais je ne savais pas qu'un jour j'allais raconter pour moi. Vraiment, ça a été terrible. Jusqu'à présent, même, c'est terrible pour moi parce que j'ai peur. J'ai encore peur. Je me dis qu'il va venir dans mon travail. Donc, merci et bonne journée à vous. Merci pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 8e histoire. Je vais continuer avec une autre histoire concernant toujours cette petite ville-là. Bon, j'avais une autre copine qui vivait dans un quartier. Je ne sais pas trop si je dois dire le nom du quartier. C'est compliqué. Chaque fois, ils avaient des trucs là. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les moments là. Elle lançait ça sur les champs. Même dans mon quartier, elle lançait. Mais dans le quartier où elle vivait, c'était tellement pire. Quand on te lance ça, on te lance dans la tête, soit dans le ventre. Elle lançait même souvent les arrêts de poisson, les os et tout. Et c'est tellement douloureux qu'elle te lance ça. La douleur de ça, franchement, était énorme. Et dans le quartier où ma copine vivait, là, il y avait tellement ça là-bas. Et ma grand-mère m'avait interdit d'aller là-bas parce que chaque fois j'avais ce problème-là, il fallait se débattre ou m'amener quelque part pour qu'on puisse retirer. Moi, il me lançait ça comme s'il me connaissait. On me calculait toujours, tout coin, on me lançait ces trucs-là. Tu vois, aujourd'hui, j'ai les violents de tête. On s'en va quelque part. On réussit les coquilles dans mon cerveau avec les cheveux dessus. On lance au ring. On s'en va quelque part. On réussit peut-être les arrêts, le poisson. Tous ces grands mélanges fait dans le quartier de ma copine, c'était si grave. Une année alors, il y a la période d'examen qui approchait.
Et puis il y avait un collège dans le quartier de ma copine là. Tous les enfants du collège les jouaient. En fait, rares enfants qui passaient. Ce sont peut-être 20 en classe d'examen. Maxi 2 vont passer. Les 18 autres vont échouer. C'est vraiment compliqué. Et dans ce quartier-là, tous les enfants, c'était aussi pareil. C'était notre quartier, mais pour eux là-bas, c'était tellement pire. Personne, soit ils sont voyous, soit ils sont les danseurs de coupé décalé, soit ce sont les agresseurs, soit ce sont les sidéens. Ce quartier-là, franchement, on ne comprenait pas la tête. Et c'est pour ça que maman m'avait demandé de ne plus mettre les pieds là-bas, qu'elle ne veut plus entendre que je suis allée voir, même si c'est ma copine, elle ne veut plus ça. Alors, une année, les examens approchaient. Il y a, là, c'est un benzineur, je sais pas, ça avait chauffé dans la ville, en fait, c'est une petite ville. Il y a une maman, une grand-mère de là, aux environs de minuit, elle appelle un benzineur. Elle sort avec un sac, en fait, un très grand sac. Elle dit au benzineur que franchement, ça, ce sont mes habits sales. Ce sont mes vieux habits. Je vais aller les jeter dans tel coup d'eau. Le benzineur dit que, hey, pourquoi c'est à l'eau que tu vas aller jeter tes habits? Ce n'est pas normal. Elle dit que non, c'est parce que je ne veux pas polluer l'environnement, je ne veux pas les brûler et tout. Je dois les jeter dans l'eau, non, ça va partir avec l'eau. Le benzineur dit que c'est pas aussi l'eau que tu vas polluer. Depuis qu'on jette les habits dans l'eau. Ah, le benzineur dit que tant mieux, si tu me donnes mon argent, il y a ça va. C'est là que le benzineur porte la maman, il s'en va. En fait, ils partent. Ils partent. Dès qu'ils arrivent vers le coup d'eau, elle dit que gars ici là. Elle dit qu'attends-moi, attends-moi. Il dit que ok, elle jette le sac. En fait, il y a une branche qui a arrêté le sac dans l'eau. Le benzineur dit ça c'est quoi ça? Il crie. La mec qui a jeté le sac, il dit qu'il ne sait même pas ce qui. La prière, il a crié. C'est là que les gens sortent et tout. Le benzineur dit que je ne sais vraiment pas ce que cette maman est venue jeter à minuit. Ce n'est pas normal. Si elle voulait même jeter ses vêtements, ce n'est pas à minuit qu'elle devait venir le faire. Ce n'est pas normal. On appelle le chef du quartier. C'est là qu'on arrête la maman. On commence à mettre la pression seulement avec des questions et tout. Elle dit que ce sont les intelligences des enfants qui passent là-bas constamment, qu'elle retire. Puisque chaque fois, elle assise devant sa maison et quand vous passez là, elle vous regarde. Elle dit que ce sont les intelligences des enfants qui composent tous ceux des sacs des examens qu'elle a retirés, mettre dans le sac, elle venait jeter dans l'eau comme ça là. On dit que tu fais ça pourquoi? Elle dit que mais je fais ça pour le mal. Pourquoi ils doivent fréquenter? Je retire les intelligences. Elle dit que chaque année, elle fait ça, que c'est son travail en fait. Et tout le monde avait à constater, les gens avaient à constater que les gens du quartier étaient bizarres, mais le collège qui était là-bas là, les élèves passaient moins, c'est difficilement aux examens. Tu vois un enfant là-bas, il fait peut-être que 7 ans en troisième, 8 ans en première, c'était compliqué. Elle dit qu'elle retire tous les gens nouvellement arrivés là, qu'elle te voit passer et qu'elle n'a pas encore retiré. Elle travaille sur ton cerveau, elle retire ça, elle met dans son sac, elle retire, elle met dans son sac. Et c'est comme ça que chaque année, elle part jeter dans l'eau là. En fait, c'était un peu ça la petite histoire. Puis le lendemain de ce jour-là, ça a chauffé tellement au marché, tout le monde racontait. C'est une petite ville. Les histoires comme ça là vont vite quoi. Tout le monde parlait de ça au marché. Ça a tellement chauffé. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on écoute la 9e histoire. Bonsoir DMG. Merci pour l'initiative. Merci pour nous donner la parole parce que tous ceux qui sont sur cette terre ont une histoire, mais il y a pour d'autres là. En tout cas pour nous autres là. C'est tellement compliqué, tellement délicat. Je vous dis merci de partager, de liker, de commenter. Moi, je m'appelle X. Je ne vais pas donner mon identité ici parce que je suis un peu connue dans mon pays. J'ai eu quelques problèmes très graves. Je suis issue d'une famille de, je vais dire 5 personnes parce que je veux pas, parce que si j'essaie de bien détailler, ils vont savoir qui je suis au fait. Et il y a ma grande soeur, disons la deuxième fille de ma mère qui m'appelle. Elle me dit, que je vais te voir, je te dis quelque chose. Je dis, tu me dis quoi? Mais comme moi, je suis quelqu'un, j'aime rester dans mon coin. Donc, ça fait que je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans la famille, puisque moi, on me met à côté. Donc, comme on me met à côté, je reste là où on me met. Je me m'immiscie pas trop dans la vie de mes frères et sœurs. Donc, ça fait que je suis au courant de rien. Il savait que ma soeur, là, elle était à l'intérieur du pays. Elle est arrivée. Donc, elle est arrivée. Moi, je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle était en forme. Elle était en forme. Mais elle que j'ai vue, c'était un squelette pratiquement. Donc, je la cherchais. Puis, elle m'a dit, hey, tu ne me connais pas. Il dit, c'est toi qui es devenue comme ça.
Elle me dit que je vais t'expliquer. Bon, on rentre à la maison. Elle me dit non, que tu sais que c'est maman qui m'a rendu comme cela, que maman est sorcière. J'ai dit, quoi? Comment tu peux dire ça dans ta bouche? Comment tu peux dire ça? Que c'est trop dangereux ce que tu dis là. Parce que si maman est comme ça, c'est que nous tous on est mortes. Elle me dit, tel est dedans, et tous sont dedans. J'ai dit, ah, donc c'est que peut-être, moi je suis dedans, je ne sais pas. Elle dit, non, toi tu n'es pas dedans. J'ai dit, comment ça? Il dit, ok, d'accord, moi je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Donc comme elle a dit qu'elle n'a pas dit non de notre aîné, du coup, je pensais qu'en lui disant, on pouvait trouver une solution. Peut-être si la vieille est vraiment, si la maman est vraiment comme ça, on peut trouver des personnes pour la soigner, enlever le mauvais sort, vous voyez, enlever le mauvais sort. Mais je t'ai dit, DMG, j'ai appelé ma grande soeur pour lui dire. Elle me dit, ah bon, voilà ce que ta petite soeur dit. Moi, elle dit, mais toi tu dis que, dis-moi, je vais dire quoi? Moi, je connais rien dans ça. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Je connais rien dans ça. Je ne suis pas au courant. Donc, voilà ce que ta petite soeur a dit. Jusqu'à elle veut se cacher pour se marier. Elle dit, ok. C'est que si on va tirer ça au clair. Le lendemain matin, elle m'appelle. Elle me dit non que ne me parle plus jamais de ça. Parce que toute la nuit, j'ai lavé la viande. Des quantités de viande. Elle dit, hey, cette histoire-là, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Ok, je décide maintenant d'aller marcher. Je me renseigne. Il y a une femme chez qui je partais faire des courriers. Quand je tombais malade, ou bien il y a quelque chose qui m'arrivait mystérieusement, je partais la voir. Donc, je suis partie la voir. Elle me dit, bon, effectivement, toi, il y a plusieurs fois, tu as été agressée, tu as eu plusieurs accidents. C'était ça. J'ai dit, non, la femme là est morte. Elle ne dit pas la vérité aussi. Moi, je ne vais pas me focaliser sur ce que la femme l'a dit. Je ne crois pas encore. J'ai demandé, je suis revenue à la maison. Je demande à ma grande soeur là, je lui demande, tu pars quand? Elle me dit non, que je vais dans peu de temps. Elle dit, mais il faut me dire, parce que ton histoire là me fait peur. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toi-même? Ça me fait peur. Elle dit que c'est pas elle-même, que elle était là, elle a fait 1 an de maladie. Elle dit, ah bon, 1 an de maladie, pour moi je ne sais pas. Elle dit, tout le monde sait dans la famille, sauf toi. Elle dit, ah bon, moi je ne suis pas au courant. Ok. Que elle était là, et puis elle est tombée gravement malade. Maintenant, elle a à l'église, on lui a dit non, qu'il faut dire à ta maman. Il faut dire à ta maman parce que c'est elle. Donc, elle a appelé la vieille. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle dit non, elle a dit à la vieille qu'elle est malade. Donc, la vieille a cherché le numéro d'un monsieur du Céleste, un Christiané Céleste. Le monsieur de Christiané Céleste, là, elle est partie avec elle. La vieille est partie avec elle là-bas. Arrivée là-bas, elle lui a fait des bains. Et puis, elle a fait faire des bains à la vieille. Genre, le monsieur de Christiané Céleste a fait faire des bains à la vieille aussi. Ça, là, moi, je ne savais pas. C'est tout, c'est son explication. Maintenant, c'est là, maintenant, le monsieur dit non, que voilà la personne qui est en train de te tuer, qui est là, c'est ta propre maman. Elle dit, toi-même, tu as cherché le numéro de quelqu'un pour envoyer. Lui-même est venu t'attraper. Il dit, non, ça, c'est la comédie. Moi, je ne crois pas en ça. Il faut que j'aille dans plusieurs points. Il faut que j'arrive, il faut que je parte chez le monsieur là lui demander aussi. Donc, il a dit à ma grande soeur qu'elle va voir tous ceux qui sont à la base de son mal là en rêve. Donc, c'est là maintenant, elle me compte le rêve qu'elle a vu tout le monde sauf moi. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu as vu tout le monde sauf moi, donc, il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller voir le monsieur. Il arrive chez le monsieur dit que, que ton étoile a été utilisée par ta mère pour partager à tes autres frères depuis tu es petite. Que si Dieu n'était pas derrière toi, tu allais être paralysée maintenant. Il dit, mais attends, ça c'est quelle histoire? Ok. Donc si c'est comme ça, moi je vais commencer à aller à l'église bien. Parce que de la manière, ils sont en train de se faire des trucs. Qu'est-ce qui prouve que c'est la même n'est pas dedans? J'ai commencé à douter. Donc, j'avais une grosse commande de 2 millions qui devait aller aux Pays-Bas. La commande là était là. Et puis, ma grande soeur est venue à ma boutique.
Elle a ramassé les commandes qu'on avait clôturées là. Elle a mis ses pieds dessus. Je vous assure, la femme m'a fait même la prison à cause de la commande, tellement qu'il y avait des complications sur l'envoi. Elle avait des problèmes. Elle dit, ah, bon. Le jour même qu'on était en train de faire le package, on a dormi dans la boutique. En dormant dans la boutique, ma soeur a commencé à crier. Elle a commencé à crier que tu veux partir où? En ce moment, l'aînée là, elle que j'avais appelée pour l'expliquer là, elle est partie dans un pays européen. Donc, elle a commencé à crier que toi tu veux partir où? Avec une voix d'homme. J'ai dit, ah, ça c'est quoi ça encore? Elle dit, tu vas pas partir. C'était pas dans le contrat. Tu vas pas partir. J'ai dit, hé. Tout en ayant les yeux fermés, hein, tout en ayant les yeux fermés, on l'a réveillée. On dit, il y a quel problème? Elle dit, il n'y a rien. Mais ce n'est pas sa voix. C'est la voix de celle qui est à l'aéroport. C'est sa voix, la voix de celle qui est à l'aéroport. Genre notre ennemi. Je dis, ok, si c'est comme ça, ma chérie, demain, il faut partir. Parce qu'il faut que moi, j'arrive à bien m'arrêter. Parce que de la manière je vois, ça commence à être trop dangereux. C'est ainsi que elle a commencé à crier. Elle va pas partir. Elle va pas partir dans le pays là. C'était pas le programme. Le programme, c'est qu'elle partait avec moi. C'était pas prévu. C'est pourquoi vous avez essayé de me tuer là pour me mettre derrière. Hein? C'était pas le programme. Ah, ok. Le lendemain matin, elle dit, elle va dormir encore. Elle dit, non, Lolo, tu ne dormiras pas ici. Je suis allée louer un hôtel. Tu ne dormiras même pas chez moi. Je suis allée louer un hôtel. Elle a dormi là-bas. Suite à ça, toute la marchandise là a été brûlée à l'aéroport en France. Genre la marchandise qu'elle a pris pour mettre ses pieds dessus là, la douane a saisi ça. La marchandise est 2 millions. La douane a saisi ça. La dame a eu que le cas de sa commande. Le cas de sa commande là aussi, il y a quelqu'un qui est parti dire aux agents que elle n'a pas le papier du commerce là. Elle fait le commerce ici. Donc ils sont venus embarquer la fille encore. Tous ces problèmes-là. Bon, je vais m'arrêter là parce que moi je ne suis même pas encore sortie d'affaires. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, le pire, ma pire histoire. Je vais vous raconter ça. Merci, partagez, commentez et donnez la force au mouvement. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 10e histoire. Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs de DMG. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Tout d'abord, je suis burkinabé, je vis au Burkina, plus précisément dans la capitale. L'histoire que je vais relater ici aujourd'hui, c'est une histoire que moi-même j'ai vécue. Et l'histoire s'est débutée le 8 juin 2021 au 8 juin 2022. Donc, j'ai travaillé avec une entreprise de la place. Et j'ai obtenu ce travail sous l'homme d'un ami. C'est d'un ancien collègue. 1 mois après mon travail, mon collègue a été licencié sans explication ni d'excuse. J'étais devenue même la cause. C'était comme si j'étais devenue la cause de son licenciement. À chaque fois que je lui envoyais un message sur WhatsApp pour lui demander ce qui s'est passé et tout, il me faisait lui, vu et ignorer. Je lui ai dit, à un certain moment, j'ai arrêté. 1 mois après son licenciement, le boss a eu à recruter 3 employés. Donc, j'étais la seule fille. Et chaque jour, je devrais nettoyer l'entreprise et tout, faire le nettoyage et tout, avant d'aller à mon poste. Mais il y avait un petit du quartier qui travaillait avec nous.
Il était juste venu pour les vacances. Donc, comme d'habitude, un jour, je suis rentrée dans le bureau du boss pour nettoyer. Comme d'habitude, je voulais vider la poubelle. Et j'ai vu un sachet noir qui était déposé vers la poubelle. En même temps, je pensais que c'était des ordures et j'ai saisi le sachet pour mettre dans la poubelle. Quand j'ai saisi le sachet, j'ai remarqué que le sachet était un peu lourd. Donc, j'ai ouvert le sachet pour voir ce qui était là-dedans. C'est là que j'ai vu plein de trucs mélangés au fait. Il y avait des colas, des galettes, des milles. C'était mélangé. Des fourmis et tout. En même temps, j'ai déposé le sachet, je suis sortie. J'ai expliqué au petit qui travaille avec nous. C'est là le petit a commencé à rire. Je lui ai demandé, donc tu trouves ça marrant? C'est là il me dit que non. Que avant même que le boss ouvre son entreprise, le jour qu'il est venu prendre la clé ce jeu à la maison, il y a une bête noire qui est rentrée dans l'entreprise. Et quand la bête est rentrée dans l'entreprise, elle est ressortie. Et elle s'est écoulée juste devant la porte. Et là, cette scène s'est reproduite 2 fois. On a appelé les habitants, ceux qui vivent dans le quartier, mais personne ne connaissait la bête. C'est de là maintenant, depuis ce jour, j'ai commencé un peu à me méfier. Je suis rentrée le soir, j'ai expliqué à mon père, mais il ne m'a pas pris au sérieux, il m'a juste dit de prier. Chaque fois que je venais au boulot, je priais du peu que je connais avant de commencer le nettoyage. Donc, une semaine après, le boss a décidé de changer de bureau. C'est là il nous a dit de faire sortir les affaires qui est dans son ancien bureau, amener d'autres au magasin et d'autres dans son bureau. Donc, je devrais rentrer faire sortir les affaires et mes 3 collègues vont les amener dans le magasin, autant pour moi. C'est là, en ramassant les affaires, à un certain moment, j'ai saisi un sac de riz plutôt. Mais quand j'ai saisi le sac de riz, c'est comme s'il y avait du sable dedans, je ne sais pas. Mais le sac était tellement, c'était tellement attaché. Vraiment, Dieu seul sait. Mais quand j'ai saisi le sac, en même temps, il y a une voix qui m'a parlé, mais cette voix venait de loin en fait. La voix m'a dit, dépose le sac et appelle le boss lui-même. Donc je suis sortie, j'ai pris mon calme, je suis sortie, j'ai appelé le boss. Il est venu, il a cherché le sac, il a pris son sac. Comme si cela ne suffisait pas, le lendemain matin, je suis venue au service. Et comme d'habitude, je voulais faire le nettoyage. Je suis rentrée dans le bureau du boss pour nettoyer. Et le même sac que j'avais pris, le même sac d'hier que j'avais pris, je suis rentrée trouver que le sac était dans un cercle blanc. Je ne sais pas si c'est de la poudre qu'on a mouillée. Ils ont fait ça en un cercle et le sac était au milieu. Et il y avait un sachet noir dessus. C'est comme si on m'avait envoyé. Et quand je suis rentrée pour balayer, en même temps, j'ai pris mon doigt et j'ai saisi le sachet. Quand j'ai saisi le sachet, en même temps, il y a un courant qui m'a pris. J'ai eu peur, j'ai laissé le sachet tomber. Et j'ai pris mon doigt, j'ai plongé. En même temps, sur le champ, mon doigt s'est enflé et c'était devenu tout blanc. En même temps, j'ai pris mon doigt, j'ai plongé dans l'eau que j'utilisais pour nettoyer. Et j'ai commencé à prier. À un certain moment, le doigt plutôt, commençait à aplatir. C'est là que je suis sortie, je n'ai plus nettoyé. Et le soir, quand je suis rentrée, j'ai encore expliqué à mon père. Tout comme d'habitude, il ne m'a pas pris au sérieux, il m'a juste dit de prier. Je n'ai rien dit. Je suis revenue au boulot le lendemain.
qui devrait être un samedi. Et ce même jour, notre coursier a eu un accident et sa face a pris le goudron. Alors que le même jour, je devrais demander la permission, puisque j'étais en terminale en ce moment. Je travaillais la journée pour pouvoir payer ma scolarité. Donc, je devrais lui demander la permission pour aller prendre mon diplôme du BPC pour pouvoir déposer pour le bac. Donc, je lui ai demandé la permission. Il a accepté. C'est de là maintenant, le lundi, à 3 heures du matin, j'ai fait un rêve qu'il y a eu un accident. Mais mon téléphone était tout cassé. Mais après l'accident, il y a ma mère qui est venue me voir. Elle est décédée, paix à son âme, avec une de ses amies qui sont venues. Et là, elles m'ont dit que de rester, que eux, ils doivent voyager, mais elles vont revenir. J'ai dit ok, et elles sont parties. Donc, après ça, je me suis réveillée. Je me suis réveillée avec de peur. Je me suis réveillée, je me suis douchée, j'ai fait mon ablution, j'ai prié. Et avant même de sortir devant la cour, j'ai prié avant de sortir. Et ce jour-là, je devrais remonter à mon père. J'ai insisté qu'il me remonte, mais il a refusé. Quand j'ai remarqué mon père, à un certain moment, j'ai remarqué comme si quelqu'un augmentait la vitesse. C'est là qu'il m'a fait un signe de rouler doucement. Et on a pris le goudron. La seule chose que je me rappelle ce jour, c'est que nous sommes tombés. On n'a pas fait un accident avec quelqu'un, on n'a pas croyé quelqu'un, on n'a pas persécuté un gendarme, poussé ni rien. On est juste tombé et ma face a pris le goudron. Mais mon père n'a rien eu, la moto aussi n'a rien eu. La seule personne qui était blessée gravement, c'était moi, puisqu'il y a le tissu qui soutient mon œil s'est déchiré, mon nez s'est déchiré, ma dent s'est cassée de force et quelques égratignures sur le corps. Et quand je me suis levée, tellement que la douleur était atroce, je ne sentais pas la douleur, mais je voyais le sang couler. Mais ce qui m'a fait drôlement peur, c'est quand le sac que j'avais pris au boulot, le sac que j'ai vu qui a été dans le cercle au boulot, c'est ce même sac qui venait se présenter devant moi en fait. C'est comme si c'était dans un rêve, mais vraiment c'était la réalité. C'est le sac que je voyais devant moi. C'est le sac qui se présentait en flash devant moi. À un certain moment, j'ai mis mes 2 mains sur ma tête et j'ai crié. J'ai dit, ah! J'ai dit, ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est ça maintenant, les gens m'ont demandé à qui je parlais. Je dis personne. On m'a amené à l'hôpital et tout. On l'a appelé pour l'informer. Et quand il est venu, il n'est même pas rentré. C'est son ami qui est rentré me voir. Et il est reparti. 2 mois après, puisque j'avais mon salaire qu'il n'avait pas payé, je devrais aussi continuer mes études. Je devrais avoir mon bac. J'étais déterminée à avoir mon bac cette année. Mais malheureusement, j'étais obligée, à 1 mois après mon accident, j'étais obligée de reprendre le chemin du travail pour pouvoir avoir de l'argent pour me soigner et payer ma scolarité. C'est là quand je suis partie. À chaque fois que un client vient pour me demander comment je vais, à chaque fois, il interrompait le client au fait. Mais bon, à un certain moment, ça me faisait mal, mais je laissais passer. C'est de là alors, 1 mois après mon travail, quand j'ai repris le travail, je revenais de l'école, c'était un soir, et il y a un homme qui avait transporté des mangues, c'était pour aller vendre. Mais là, le truc, les mangues sont versées sur la voie au fait.
Donc, je me suis arrêtée pour l'aider pour que les gens ne marchent pas dessus. Je me suis arrêtée, j'ai garé ma moto, je suis venue pour l'aider. À un certain moment, il y a une moto qui m'a persécutée. Et la moto a tapé mon pied, au fait. En même temps, le pied s'est enflé du coup. Je suis rentrée, j'ai chauffé de l'eau, j'ai massé et tout. On m'a dit non, que peut-être ça s'est déplacé et tout. J'ai tiré enfin. Et je suis partie au travail. Il ne m'a pas demandé comment je vais, qu'est-ce qui est arrivé au pied et tout, ni rien. Je travaille avec cœur. Mais je postulais aussi ailleurs. C'est de là. Un mois après cet incident, je devrais aller à la composition. Mais la veille de la composition, je devrais aller voir ma salle. Donc, je suis rentrée chez moi. Excusez. J'ai dit à ma tante que je devrais aller voir ma salle. Et ma tante m'a dit, il n'y a pas de souci. Et le jour que la moto m'a persécuté, il m'a laissé une plaie. Donc, ma tante est rentrée et elle m'a apporté une poudre bleue comme ça. Et elle m'a dit de mettre dans la plaie. J'ai mis dans la plaie. Je suis partie, j'ai regardé ma salle, je suis revenue. Quand je suis revenue le lendemain, le premier jour de la composition, je suis allée, j'ai composé. Le deuxième jour de la composition, je suis allée, mais je n'ai pas pu composer. Je sentais une douleur atroce. Quand je prends le bic, le pied démarre. Quand je dépose le bic, le pied se calme. À un certain moment, les surveillants pensaient que non, je faisais pas exprès pour ne pas composer mon examen. Et ce jour-là, je me rappelle qu'il y a un des surveillants qui m'a dit que si je veux que je compose ou pas, je n'aurai pas une seconde chance, je n'aurai pas de section de rattrapage. Je lui ai dit, ah, excusez monsieur, mais ne pensez pas que j'ai payé mon argent pour venir faire exprès aujourd'hui. Si je ne voulais pas composer, je n'allais pas venir ici. C'est là, la dame m'a dit non, que de me taire et continuer. Elle est venue vers moi, elle m'a demandé ce que j'ai au pied. Je dis mon pied me fait mal quand je prends le bic. C'est là, elle a pris mon pied, elle a commencé à prier. Et quand elle commence à prier, le pied se calme et je profite de là pour écrire. Dès qu'elle laisse le pied et sort de mon rangé, le pied déclenche. Jusqu'à un certain moment, le pied ne faisait que enfler au fur et à mesure. Je ne pouvais plus plier le pied. Le président du jury était obligé d'envoyer sa chaise et sa table pour que je puisse m'asseoir et tendre mon pied pour écrire. Mais non. Ils ont appelé ma grande sœur. Elle est venue. Et quand ma grande sœur est venue, bizarrement, le pied s'est calmé. J'ai commencé à écrire. Ils sont rentrés me demander si ça va. J'ai dit oui. Que je peux écrire? Oui. J'ai dit oui, je peux écrire. Et ma grande sœur est partie. Quand ma grande sœur est rentrée dans sa voiture nette pour repartir, en même temps, le pied a déclenché. Et ça, on ne pouvait plus rien faire. Du coup, le pied s'est enflé. Et c'était devenu tellement noir comme du charbon. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Mais c'était devenu noir de la plante au pied jusqu'au genou. J'étais tellement... La douleur me dépassait jusqu'à un certain moment, je ne pouvais plus pleurer. Mon cœur me faisait mal. Tout mon corps me faisait mal. Mes nerfs, tout. On est parti, on a fait des examens et tout. Ils ont dit qu'il n'y a rien dans le pied. Mais je ne pouvais plus marcher. Le pied déclenchait de 22h à 4h du matin. Si j'ai pu dormir, c'est 4h du matin. Jusqu'à ce qu'on nous dit non,
qu'il faut qu'on fasse une opération pour vider de l'eau qui est dedans. Mais pendant l'opération aussi, on n'a rien vu comme de l'eau, c'était vraiment du sang. Mais c'était sur les veines que l'opération s'est passée. Il n'y avait rien, je ne pouvais plus marcher. J'étais sur une fauteuil roulante et tout. Mais il n'y a pas un seul jour que le boss m'a appelé pour me demander ce qui s'est passé. Alors que quand on est parti pour faire l'examen, on est passé au travail là-bas et puis il expliquait aussi, il a vu le pied. Il n'a rien dit, il a juste dit ok, que meilleure santé. Depuis ce jour, il ne m'a plus fait signe. Mes collègues non plus, et c'était comme ça. Donc de là, c'est de là alors, il m'a licencié et me remplacé sans même le dire. C'est là maintenant le petit qui travaille avec nous. Le petit m'a appelé un jour pour me demander si je n'allais plus revenir. Je lui ai dit non, je ne sais pas. Mais pourquoi il dit ça? Il me dit que non, que le boss a envoyé 2 autres personnes pour ajouter 2 filles. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout ça, je n'avais pas pris ça au sérieux. Je me suis dit bon, peut-être c'est pour un temps donné. Jusqu'à ce que je vois le lendemain, puisqu'on avait un groupe de travail, tout ce qu'on devrait faire, on devrait mettre dans le groupe pour que tout le monde voit sa tâche et tout et tout. Je vois que non, il m'a fait sortir du groupe. C'est ce jour-là j'ai confirmé que non, vraiment, il ne veut plus de moi. Peut-être il m'a utilisé, juste il a eu ce qu'il voulait et c'était tout. Je suis allée pour réclamer mon argent, il m'a juste dit d'aller me soigner. Et depuis ce jour que je suis quittée là-bas, jusqu'à aujourd'hui, j'ai supprimé son numéro, j'ai supprimé sa page sur mon téléphone et tout et tout. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, mes soeurs et frères, peu importe à quel endroit vous êtes, priez. Peu importe la religion auquel vous êtes, priez. La seule chose, la seule et l'unique Dieu qui peut nous sauver, c'est le miséricordieux. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00 10 histoires mystiques. Si vraiment tu aimes le concept, abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage, commande. Et quand on dit partager, s'il vous plaît, c'est copier le lien de la vidéo et envoyer dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. Merci, portez-vous bien, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.